Ok, donc bienvenue, merci à tous d'être là. On va commencer dans un instant. Alors, on avait des petits PowerPoint effects prévus qui vont pas marcher, mais c'est pas grave. On va quand même amener le dramatique dans cette présentation sans les effets du PowerPoint. Je suis française, je suis parisienne, donc je parle avec une mitraillette dans la bouche. Pour les non-francophones dans la salle, si je parle trop vite, vous faites comme ça, je vous verrai. Ok, Alex, c'est compris. Et je parlerai plus lentement. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vous parler de gamification avec un très bel anglicisme, ou l'art de faire du jeu un outil de votre apprentissage en général et plus particulièrement de votre apprentissage des langues. Moi, je m'appelle Johanna Wagman. Ça, en bleu, c'est mon collègue Bertrand Millet. Ça, exactement. Et tous les deux, on a créé fastandfluent.com, qui est une méthode d'apprentissage des langues en ligne et qui utilise deux vecteurs principaux, j'ai envie de dire, comme vecteurs d'apprentissage, désolé pour la répétition, qui sont l'hypnose et l'auto-hypnose. Et si, en mai dernier, vous étiez à Berlin pour le Polyglot Gathering, Bertrand vous en a parlé dans une conférence. Et le deuxième vecteur, qui est le jeu. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de commencer la présentation. Alors là, ça va marcher ? Avec une question, c'est magnifique. J'ai envie de commencer la présentation avec une question. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà échoué dans l'apprentissage d'une langue ? Ok. Plusieurs fois, quelle langue est-ce que tu as essayé d'apprendre et pour laquelle tu as échoué ? Le basque. D'autres exemples ? Quelqu'un a déjà réussi à apprendre le basque ? D'autres exemples d'échecs dans l'apprentissage des langues ? J'ai vu des mains derrière. Ouais, monsieur ? Chinois. Tu as essayé d'apprendre le chinois, tu n'as pas réussi. D'autres exemples ? Alex ? You don't talk during the presentation. J'ai entendu russe, je crois. Je sais pas, quelqu'un a dit russe ? Russe là-bas. Et pour vous, c'était quoi ? Pourquoi vous avez échoué ? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché ? La méthode. Pour monsieur en chinois, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je crois que c'était la dédication. Ok. Dédication, d'autres termes, la motivation, on pourrait dire. La répétition, Ok. manque de travail, quoi. T'as lâché l'affaire, comme on dit en français courant. Oui, parce que j'ai raté une semaine ou deux, et puis après j'ai perdu le fil. Ok. En russe, Pierre, je connais ton prénom, t'as pas de chance. En russe, pourquoi t'as lâché le russe ? Parce que je ne savais pas m'organiser. Ok. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui enseignent les langues ? Parce que ce qui est cool sur la présentation qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est qu'elle s'applique pour vous en tant qu'apprenant, mais aussi pour vous en tant qu'enseignant, pour les gens à qui vous enseignez. Donc, est-ce qu'il y en a qui enseignent les langues ici ? iTalki ou tout ce que vous voulez, ok ? Et dans vos étudiants, dans vos élèves, c'est quoi le premier facteur d'échec pour eux ? La peur de faire des erreurs. La peur de faire des erreurs, ok. Autre chose ? On a créé un site web où les usagers apprennent à eux-mêmes. Et le premier problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas où commencer, ils ne savent pas quel est le pas qu'ils doivent prendre. Ok. D'autres exemples ? Sur les échecs parmi les élèves, j'ai vu des profs là devant, au premier rang. Manque de motivation, ils ne veulent pas vraiment le faire pour ceux qui n'entendent pas derrière. Et nous, c'est un peu ce dont on s'est rendu compte dans Fast and Fluent, c'est que, à moins que vous soyez mort, vous n'avez pas encore échoué. Vous avez juste lâché l'affaire, vous avez juste arrêté. Et il y a 1 million, peut-être que vous n'aviez pas la bonne méthode, peut-être que vous ne saviez pas quoi faire, peut-être que vous n'aviez pas assez de vocabulaire, je ne sais pas. Mais au final, c'est juste que vous avez arrêté. Et ce qui vous a poussé à arrêter, c'est qu'à un moment, vous n'aviez plus la motivation. L'effort que ça vous demandait n'en valait plus la peine. Et c'est pas nous qui l'inventons, hein, la motivation dans les langues. À Berlin, Polyglot Gathering, Alex nous parlait du need principle, comme quoi il faut vraiment avoir besoin de parler une langue pour rester motivé jusqu'au bout. Lydia Makchova, si elle est là, je suis désolée, j'écorche ton nom, elle nous a parlé de comment les apprenants devaient non plus être des élèves, mais les propres moteurs de leur apprentissage. Tout tourne toujours autour de la motivation, dans la réussite, jusqu'à la mort en tous les cas. Et nous, on s'est dit, mais plutôt que de... En fait, on est parti de ce constat-là. On s'est dit, il y a plein de choses qu'on sait faire, et on ne s'est jamais posé la question de la motivation. Il y a notre langue maternelle, alors là, ça rejoint le need principle, le fait d'avoir besoin de la parler. Mais je sais pas, faire vos lacets.
ceux qui ont des compétences artistiques, faire de la musique, de la peinture, s'habiller, parfois ce qu'on appelle en anglais les social skills, le fait de savoir parler aux gens. Il y a plein de choses comme ça, on les a appris, mais si on cherche bien, c'est comme si on les avait toujours su. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'est jamais posé de la question de la motivation. On ne s'est jamais dit « Oh putain, aujourd'hui, je ne suis pas assez motivée pour apprendre à être sympa avec mes amis. » Non, c'est venu naturellement, on est d'accord. Et oui, ça arrive. Bon, c'est des cas. Moi, je parle en général, c'est-à-dire, voilà, il y a un moment, bon. Et donc, nous, dans Fast and Fluent, eh ben, on s'est dit, plutôt qu'à essayer de trouver des schémas, des exercices hyper complexes pour faire naître chez vous une motivation supposée potentielle qui aurait disparu ou qui n'a jamais existé, on va plutôt revenir à la base de ce qui fait qu'on fait tous les jours et depuis notre naissance un tas d'apprentissages sans même se poser la question de la motivation. C'est ça qui va vous en parler. Bonjour, donc je suis ça. Je te slide. Donc, normalement, ça aurait dû arriver en étape par étape, c'est pas grave. Petit quiz, il fait quoi cet enfant-là pour vous? Il lit, ouais. On peut en juger si vous aviez... On voit derrière, c'est un blackboard, un chalkboard. C'est quoi donc? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'école, il est en train d'apprendre. Et cet enfant-là, qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Ou elle joue, d'ailleurs, c'est une fille, vous avez raison. Ok, on peut passer à la slide suivante. Bravo, tout le monde, félicitations. On a dit qu'elle jouait, effectivement. Et qu'est-ce qu'ils font, ces deux animaux-là? Ils jouent aussi, mais pas que. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent. Et qu'est-ce qu'ils apprennent, les lionceaux, en jouant? Tout. Ils apprennent à chasser, ils apprennent leurs social skills, ils apprennent l'ordre hiérarchique, qui respecter, qui ne pas respecter, ils apprennent à se défendre, ils apprennent à attaquer, ils apprennent à se camoufler. On n'a jamais vu un lionceau, alors si vous en avez vu, dites-le moi, mais on n'a jamais vu un lionceau aller à l'école. Jamais. On n'a jamais vu un lionceau faire ses devoirs. Par contre, ils passent leur temps à jouer. Et en fait, c'est un comportement qu'on retrouve chez tous les grands mammifères. Tous les mammifères, le jeu. Et le jeu, en fait, pas comme quelque chose de futile, mais le jeu comme quelque chose qui sert à apprendre. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font, ces deux enfants? C'est quoi leur point commun? C'est que tous les deux, ils sont en train d'apprendre. Sauf que nous, les êtres humains, à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi, on a dit, ça, c'est apprendre, ça, c'est inutile. C'est jouer. C'est drôle, c'est sympa, mais c'est que jouer, c'est pas utile. Quand on apprend, nous, on doit faire ça. Et on est les seuls, finalement, grands mammifères qui n'apprenons plus, ou en tout cas, qui avons une autre stratégie que le jeu pour apprendre. Et finalement, notre question dans Fast and Fluent, c'est et si on était resté en tant qu'être humain, des êtres humains qui apprenaient uniquement en jouant et plus en faisant des choses comme celle-là. C'était un petit peu ça notre but, en se disant que ça a toujours été notre stratégie naturelle de mammifère, et que ça, c'est arrivé plus tard dans l'histoire de l'homme. C'est arrivé, on ne sait pas trop quand, et on ne sait pas trop pourquoi. Alors, avec Johanna, on a mené une enquête pour vous, et on s'est demandé pourquoi on était passé de ça à ça, pour les punir. Bah ouais, parce que bon, il vous l'a dit, jouer, on apprend, étudier, le garçon dans la classe, il apprend aussi. Pourquoi faire une distinction entre les deux, d'accord? Alors forcément, on s'est dit, bon, bah, si l'être humain a fait ça à un moment dans son histoire, c'est que ça devait être utile. On est quand même sur plein d'aspects l'espèce dominante sur la planète, donc c'est bien que si on a fait quelque chose, on ne l'a pas fait pour rien, ok? Et on s'est dit, bah, hypothèse numéro 1, si on est passé de l'étude plutôt que de rester au jeu, c'est que l'étude nous permettait de faire des choses en matière d'apprentissage que le jeu ne nous permettait pas de faire. Le jeu ne nous permettait pas de faire un tas de trucs, donc il a fallu qu'on passe à l'étude. Bah nous, dans Fast and Fluent, on a voulu vérifier si c'était vrai. Et on s'est dit, bah ok, mais quelles sont les caractéristiques de l'étude? Qu'est-ce que nous offre l'étude en matière d'apprentissage? La première chose que nous offre l'étude, c'est cibler. Quand on apprend, et notamment les langues, avec un exercice dit un peu rébarbatif, style, je sais pas moi, apprendre par cœur une liste de vocabulaire, on cible. Là, je cherche à apprendre le vocabulaire, je cherche pas trop à faire de la conjugaison, je cherche pas trop à améliorer mon accent, je veux juste apprendre du vocabulaire. Je vais apprendre par cœur une liste de vocabulaire. Mais pourtant, cibler, on peut le faire aussi avec le jeu. Je pense que vous connaissez tous, et si vous le connaissez pas, je vais vous le dire en 2 mots, le jeu Tabou. C'est un jeu très populaire en France, voilà. C'est-à-dire que
le jeu tabou, en 2 mots, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je vais avoir des coéquipiers, je vais avoir un mot, je vais devoir le faire deviner à mes coéquipiers, sans pour autant utiliser une liste de mots prédéfinis. Exemple, si je dois vous faire deviner salle de bain, je vais devoir vous faire deviner salle de bain en un temps précis, sans utiliser les mots pièce, maison, douche et savon. D'accord? Ça, c'est un jeu qui est très connu, qui utilise aussi le vocabulaire et qui nous permet donc de cibler l'apprentissage. Donc, cibler en règle. On peut le faire avec l'étude, on peut le faire avec le jeu. Après, on s'est dit répéter. Alors, je ne vais pas revenir sur l'importance de la répétition dans l'apprentissage, notamment dans l'apprentissage des langues. Un jour, je crois que c'est Alex qui m'a dit, enfin, je ne sais pas si c'est toi, hein, je suis désolée, mais un polyglotte m'a dit, Johanna, tu sais pourquoi on parle si bien notre langue maternelle? Parce qu'on la répète tous les jours. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre pourquoi on a besoin de répéter, mais c'est clair qu'en étude, on peut le faire. Par exemple, si vous apprenez des tableaux de conjugaison par cœur, bon, bah, vous les répétez, vous les répétez, vous les répétez. Mais il y a plein de jeux qui nous permettent de répéter. Vous connaissez le memory? Memory game, c'est des petites cartes. Alors les enfants, ils le font, ils font des images. C'est des cartes par paire avec des images qu'on met face cachée sur la table et puis qu'on retourne alternativement et on essaie de créer des paires. Mais si sur ces cartes, par exemple, on mettait une image et puis après le mot de vocabulaire qui lui correspond et que la paire était l'image plus le mot de vocabulaire, ben, dans un jeu de memory avec 100 cartes sur la table, croyez-moi qu'on en ferait de la répétition. Répéter, yallah, on vient. Progresser. En langue, vous les connaissez les niveaux. A1, A2, B1, A1, C2, même, on peut même faire des toutes petites progressions, genre A1+, ou B1+. Je crois qu'il y a des écoles de langue qui vous proposent ça. Mais on peut aussi progresser dans un jeu. C'est juste qu'il va falloir mettre plus de règles pour rendre la chose de plus en plus difficile et donc pour nous forcer à nous améliorer. Si je reprends l'exemple du tabou, ben, si au début j'avais 5 mots interdits, j'en peux en mettre 10. Là, ça me fait travailler ma capacité à utiliser des synonymes. Yallah, on vire progresser. Et le dernier, évaluer. Alors, évaluer, c'est le... Pour moi, c'est ce qui représente le plus un peu l'apprentissage un peu rébarbatif, l'étude rébarbative telle qu'on l'a créée. Notamment à l'école, on vous évalue. En France, je sais pas, enfin, vous venez de plein de pays, mais en France, on vous évalue généralement sur 20. Donc si vous êtes nul, c'est 0, si vous êtes super, c'est 20. Aux États-Unis, il me semble, c'est de A à F. Ouais, je crois que c'est F, la note la plus mauvaise. Donc A, super, même A+, et tout, B+, même B- et tout. Donc on vous évalue. Et c'est super important, hein. Entendez-moi bien de s'évaluer, parce que ça permet de savoir où vous êtes et ça permet de savoir le chemin qui reste à parcourir. Mais on peut aussi s'évaluer dans le jeu. Alors, déjà, on peut s'auto-évaluer dans le jeu. Reprenons l'exemple du memory. Rien ne m'empêche de mettre un chronomètre quand je joue au memory. D'accord? Pour essayer de retenir les mots de vocabulaire et leur place. Et de voir en combien de temps j'ai pu retrouver les mots de vocabulaire. Dans un premier temps, par exemple, en 10 minutes. Et puis après, essayer de le faire en 9 minutes ou en 8 minutes. Et c'est même pas que les jeux de langue qui vous permettent de vous évaluer. Par exemple, quand vous faites des jeux de Tetris, je ne sais pas si Tetris c'est le cas, mais il y a plein de jeux qui vous disent vous avez battu votre score, la dernière fois vous étiez à 8822 points, maintenant vous êtes à 10 326 points. Le jeu vous permet de vous évaluer, il suffit juste de trouver le baromètre pour le faire. Donc, hypothèse numéro 1, on la vire. Les éléments de l'étude dite rébarbative dans l'apprentissage des langues, qui nous permettent de cibler notre apprentissage, existent aussi dans le jeu. Hypothèse numéro 2. Alors, puisqu'on peut faire la même chose avec un jeu qu'avec l'apprentissage traditionnel, peut-être qu'en fait, si on a inventé l'apprentissage traditionnel aujourd'hui, c'est parce qu'on a trouvé que le plaisir, le fun, c'était pas bon pour apprendre. Peut-être qu'à un moment donné, l'être humain s'est dit, si tu t'amuses trop, tu apprends pas bien. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les sciences du cerveau, les neurosciences, elles ont prouvé tout le contraire. En fait, dans votre cerveau, pour faire très simple, vous avez 3 cerveaux, un cerveau émotionnel, un cerveau de survie et un cerveau intelligent. Eh bien, votre cerveau émotionnel, il est réglé pour faire 2 choses principalement. Soit vous envoyez des émotions désagréables pour vous punir, soit vous envoyez des émotions agréables pour vous récompenser. Le but d'une émotion désagréable, c'est quoi? C'est de vous envoyer un message très clair pour vous dire « ne fais plus jamais ce truc-là. Arrête, c'est pas bien. » Et le but d'une émotion agréable, c'est de vous donner envie de recommencer. Et recommencer. Et recommencer encore. Donc en fait, le fait de prendre du plaisir dans un jeu, ça fait que naturellement, vous avez envie de recommencer, recommencer, recommencer encore. À tel point que, chez certaines personnes, le jeu est addictif.
Les gens sont addicts au jeu tellement ça donne des décharges de choses agréables. Alors imaginez que vous, en tant qu'apprenant des langues, ou vos élèves, plutôt que ce soit « bon, t'as fait tes exercices cette semaine », qu'à la place ils deviennent addicts à l'apprentissage des langues, eh bien, on n'est plus du tout dans une question de motivation, au contraire. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'ils font des langues, ça leur envoie une émotion tellement agréable qu'ils ont envie de recommencer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce soit le vrai problème, ce soit pas de les faire travailler, mais de les faire s'arrêter de travailler, il y a beaucoup de profs qui adoreraient ça. Et je connais beaucoup d'apprenants, et moi en premier, qui adoreraient être dans cette situation-là, où en fait je suis addict à l'apprentissage. Et ça, en fait, c'est grâce au plaisir. Notre cerveau est programmé pour recommencer tout ce qui nous donne du plaisir. Donc finalement... Qu'est-ce qu'il y a? Elle apprend le basque. Il y a des voyelles bizarres en basque, c'est pour ça. Faut les dire avec le cœur. Donc finalement, la différence entre l'apprentissage traditionnel, les études traditionnelles et le jeu, la seule différence, c'est la charge de plaisir. Et nous, dans Fast and Friends, c'est vraiment là-dessus qu'on a voulu mettre un focus sur le fait de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que chaque jour, les personnes reçoivent une telle charge de plaisir qu'elles aient envie sans cesse de recommencer. Merci. Ok, donc jusque-là, on vous a un peu expliqué comment marchait pourquoi est-ce que nous, on était convaincus que le jeu marchait aussi bien, voire même beaucoup mieux en réalité, que l'étude dite classique ou plutôt rébarbative. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous donner des éléments concrets pour créer vos propres jeux ou créer des jeux pour vos apprenants. Et donc, on va vous donner les éléments qui, selon nous, constituent un jeu qui va vous permettre d'apprendre les langues. Le premier élément, je vais vous en parler, c'est celui de retirer la pression. Comme vous pouvez le voir sur l'image, les petits enfants là, ils jouent à faire semblant, ils jouent au docteur, au pompier, au boulanger. Et pourquoi retirer la pression dans un jeu, c'est important? Parce qu'en fait, ça va permettre de se dépasser sans pour autant courir les risques réels de la situation qu'on est en train d'imiter. Typiquement là, le petit pompier, il peut faire semblant qu'il est en train de sauver ses amis d'une maison en feu, mais il n'y a pas le réel risque que ses amis vont mourir et que peut-être que toute la ville va prendre feu. C'est un jeu. Mais il se dépasse, il court, il attrape, il saute, tac, tac. Vous avez déjà vu les enfants jouer quand ils se prennent pour des dragons? Ils font des trucs incroyables. Pourtant, il n'y a pas les vrais enjeux. Donc nous, on va le reproduire, ça, dans les langues. Un exemple que je donne parfois, c'est peut-être pas le jeu le plus amusant, ça dépend de comment vous stimulez votre plaisir, mais la simulation d'entretien d'embauche. Dans une simulation, si vous mettez des petites règles marrantes, par exemple, tu dois placer les mots hurluberlu, sexualité, un truc drôle, dans votre entretien d'embauche, votre simulation. La personne, elle va se dépasser, même si elle le fait en basque. Elle va se dépasser, elle va oser dire des choses qu'elle n'aurait jamais dit parce qu'elle sait qu'elle ne risque pas de ne pas avoir le job. Donc, au cours de cette simulation, elle apprend, sans les réels enjeux, des choses qu'elle pourra utiliser le jour J avec les réels enjeux. Et un des meilleurs exemples du dépassement que permet le fait de retirer la pression dans un jeu, c'est le théâtre. D'ailleurs, on dit a play in English, on dit jouer au théâtre. Donc, enfin, je pense que c'est pas pour rien. Et je vais vous raconter une histoire personnelle. Si ma mère était là, elle me tuerait. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelques années, j'étais comédienne et j'ai joué dans un théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre de la Colline. Donc, s'il y en a qui le connaissent, c'est un grand théâtre parisien, assez connu. Et j'ai joué une pièce anglaise et je me suis mis torse nu. Genre, voilà, imaginez, vraiment torse nu, ok? C'était pas moi, la personne sur scène, c'était le personnage que je jouais, mais j'ai fait un truc incroyable, j'ai osé me mettre torse nu, il devait y avoir 200 personnes dans la salle. Aujourd'hui, mais jamais de la vie je ferais ça. Des gens en maillot de bain sur la plage, je suis genre super mal à l'aise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous prouve que quand on joue quelque chose, on se dépasse, on fait des choses qu'on n'oserait jamais faire. Parce qu'il n'y avait pas d'enjeu, même si c'était vraiment mon corps. Les gens dans la salle, ils savaient bien que j'étais pas exhibitionniste, ils savaient bien que j'étais pas folle, que je jouais un rôle. Et donc, j'ai pu me dépasser. Donc, le premier élément à mettre dans les jeux que vous allez créer, c'est un qui va reproduire une situation réelle, en y mettant des choses amusantes, mais surtout sans en y créant les risques réels de la situation. Et puis, numéro 2, bouge. Numéro 2, c'est lui. La deuxième chose qui va faire qu'un jeu est un jeu, c'est si vous ajoutez de l'enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez de l'enjeu, vous allez voir que le même exercice, il va prendre vraiment une autre dimension. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'orthographe en français ici? Il y en a, ouais, quelques-uns.
Ouais, moi aussi, ouais. Généralement, plus les Français, d'ailleurs. Je vais vous proposer un petit jeu. Vous allez voir 3 mots très compliqués apparaître. Vraiment, ils sont très compliqués. On les a choisis parce qu'ils sont compliqués. La première personne parmi vous qui dit « c'est bon, je peux les épeler », il a gagné. Vous dites stop, comme ça, dès que vous les avez. Donc je vous montre les mots. Dès que vous savez que vous les avez bien retenus, vous dites stop. C'est OK? Le premier d'entre vous qui fait ça, il a gagné. Vous êtes Attention, Five, c'est parti. 4, 3, 2, 1. On les a choisis exprès. C'était un clin d'œil. Donc, Hop, là-bas, j'ai mis là-bas, on a quelqu'un. Ok. Super. C'est bon? Tu les as? Pardon? Le dernier mot, c'est vrai? Grec? Grec. Oh, absolument. Ah, ce sont des autres syllabes nucléiques. Quelqu'un parmi- Tu te souviens? Tu peux les épeler? Quelqu'un ici les a? Quelqu'un a réussi? Ouais, tu les as? Ah bah voilà, donc tu es de biologie. C'était des mots effectivement qui étaient de la biologie. Absolument. Pour toi, c'est effectivement facile. Il y en avait d'autres qui les avaient ou pas? Non? J'ai vu des mains aussi se lever. Est-ce C'est que pas grave si vous ratez, hein. Est-ce que parmi vous... Ouais? Pour le dernier, il faut épeler. Ouais. Vas-y. Donc, le dernier étant désoxyribonucléique. Voilà. D-E, Ouais. O-X, Il manque une L. Y. D-E-S-O. Comment ça? D-E-S-O. Désoxyré. Voilà. Merci, bravo. Bravo pour la tentative. Le principe, il n'est pas de savoir si le jeu fait qu'on apprend mieux ou pas dans ce cas-là. C'est juste de savoir est-ce qu'il nous motive ou pas. Si on se dit, tiens, vous allez apprendre des mots extrêmement compliqués, vous allez les recopier 20 fois et il faut vraiment que vous les reteniez, c'est pas exactement la même chose que de dire, le premier parmi vous qui les a retenus, il a gagné. Et il y a beaucoup de gens chez qui, juste ce principe-là, ça vient activer quelque chose d'émotionnel qui fait que je ne pense même plus à la difficulté. À quoi je pense? À être le premier. Mais effectivement, parmi vous, il y en a chez qui ça ne marche pas du tout. La compétition, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et ça, ce sont des psychologues américains qui ont fait remonter ça il y a une vingtaine d'années, que, en fait, à l'intérieur de nous, on a des stratégies de motivation qui nous viennent de quand on était des hommes des cavernes. Quand on était des hommes des cavernes, on avait 5 grandes stratégies pour survivre, parce que c'était dangereux dehors. Et on avait 5 grandes stratégies pour survivre qui sont restées parmi nous et qui sont aujourd'hui ce qu'on appelle nos drivers motivationnels. Et en fait, les jeux qu'on va faire, eh bien, il va falloir les adapter aux drivers, à ses propres drivers et aux drivers de ses apprenants, parce que selon le driver que la personne va avoir en principal chez lui, le jeu ne va pas avoir le même effet. Ici, par exemple, on a la stratégie être fort. Être fort, c'était une stratégie chez ceux qui avaient développé que pour rester vivant, il fallait qu'ils soient très forts. Comme ça, s'ils se battaient contre quelqu'un d'autre ou contre un animal, eh bien, ils allaient pouvoir être plus forts que l'animal. Pour les êtres humains, ça donne quoi? Ça donne des gens qui ont envie d'être plus forts que les autres. Et ce genre de personnes, eh bien, ils vont être très stimulés par la compétition. La compétition, ça va leur parler énormément. Donc, si vous avez des apprenants qui sont très stimulés par la compétition, le simple fait de dire « tu vas devoir faire ça mieux que les autres », c'est déjà extrêmement motivant. Donc ça marche bien par exemple dans les challenges. Challenge entre apprenants. Si vous avez une classe de 2, 3, 4, 5 personnes, ceux qui vont participer au challenge et qui vont se donner à fond, ce sont souvent des gens qui ont ce type de profil. Ensuite, vous avez les sois gentils, les être gentils. Eux, leur stratégie, c'était de rester en groupe. Et ils n'avaient qu'une seule peur, c'était de se dire qu'on les éjecte du groupe. Parce que si on les éjectait du groupe, ils étaient en danger. Donc eux, ils ont toujours pris le truc d'être gentils avec tout le monde. Tu veux ci? T'as besoin de ça? Eh bien, si vous avez des apprenants qui sont des êtres gentils, la compétition, ça ne leur va pas du tout. Et ça ne va pas du tout parler avec eux. Eux, ce qui va leur parler, ça va être toutes les choses de collaboration.
Si vous avez plusieurs personnes qui sont des soi gentils, ça va être des jeux dans lesquels il faut qu'ils créent des choses ensemble. Exemple, vous avez des apprenants en français, à 2 ou à 3, vous allez créer ensemble une chanson en français. Vous allez créer une petite histoire en français, mais vous allez la faire ensemble. Et en fait, ces personnes-là, la motivation, elle va passer dans le fait de réaliser quelque chose avec les autres. Ensuite, on avait les soi parfaits. Être parfait, ça voulait dire tout maîtriser, tout contrôler. Que la branche, elle soit bien ici, bien posée là. Que le feu, il soit bien mis au bon endroit. Que tout soit bien fait. Que le chemin jusqu'à la nourriture, il soit bien tracé. Et la croyance, c'est que si tout était parfait, ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas se faire manger ou attaquer. Si vous avez des apprenants comme ça, ce sont des gens qui ont besoin que tout soit parfait, que leur exercice soit parfaitement bien souligné, que tout soit à l'intérieur. Et dès que vous leur dites « Oh, il y a une erreur », ça les dévaste. Eh bien, eux, peu importe le jeu, ce qui va être important, ça va être de les féliciter et de leur dire chaque chose qui est bien, de donner même ce qu'on appelle des récompenses pour activer le circuit à l'intérieur. Et ces personnes-là vont marcher à la récompense lorsqu'elles ont bien fait les choses. Et juste le fait de récompenser va activer le circuit à l'intérieur. La stratégie ensuite, être rapide. Être rapide, c'était les gens qui pensaient que pour ne pas se faire manger, il fallait courir plus vite que les bébêtes. Donc si la nourriture, elle était là, ils couraient, ils prenaient, ils repartaient chez eux. Cette stratégie-là, elle est restée chez nous, et les gens qui sont des êtres rapides, eux, ils vont être stimulés par la rapidité, la compétition, mais rapide, faire le plus vite possible. Ok, tu dois avoir appris ces 5 verbes irréguliers en moins de 30 secondes. Là où il y en a que ça va complètement couper, eux, ça va les surstimuler. Ensuite, on a fait des efforts. Les faits des efforts, c'est clairement des personnes, vous n'avez pas besoin de leur faire des jeux. Il faut que ce soit dur. Il faut que ce soit difficile. Pourquoi ? Parce que pour rester vivants, il fallait qu'ils méritent de rester dans le groupe. Donc c'était des gens qui faisaient pour les autres plein de choses. Ils veillaient toute la nuit pour être sûr que le feu ne s'éteigne pas. Même s'il n'y avait pas besoin et qu'on ne leur avait pas demandé, qu'il faisait hyper beau dehors. Non, ils restaient debout toute la nuit, ils regardaient comme ça. Parce qu'en fait, il mérite sa place. Donc, si vous avez des apprenants comme ça, ce qui va être important, c'est de les récompenser, mais pas comme eux. Pas parce qu'ils ont bien fait, mais parce qu'ils ont fait plein de choses. Les récompenser pour les efforts fournis. Donc, si vous faites des jeux, vous leur lancez des challenges, c'est des challenges sur la quantité de choses à apprendre. Il faut leur donner beaucoup de choses et les féliciter là-dessus. Donc, en fait, on voit que les jeux qu'on va créer, les jeux qu'on va adapter, on peut prendre n'importe quel jeu dans le commerce, n'importe lequel, simplement bien faire attention en fonction du profil d'apprenant qu'on a, à bien adapter l'enjeu pour qu'il soit motivant naturellement pour la personne. Donc ça va être vraiment, pour nous, on a vraiment fait attention à faire en sorte qu'on ait des jeux qui parlent à tout le monde et qui puissent faire en sorte que chaque personne s'y retrouve avec ses drivers naturels. Évidemment, on n'a pas un seul driver à l'intérieur de nous. Vous avez tous les 5. J'ai les 5, vous avez les 5. Mais parmi les 5, on en a tous un ou deux qui sont plus forts que les autres. D'ailleurs, quand j'ai dit certains profils, il y en a, ils ont fait « Ah ouais, ça c'est moi. Ça, je me reconnais bien, c'est moi. » Et puis certains, on se dit « Ouais, non, ça me parle pas trop. » Eh bien, effectivement, on a tous les 5, mais on en a un ou deux qui nous parlent plus que les autres. Et moi, je vais conclure, enfin on va conclure à deux, mais au final, je pense que là, ce qu'on a vu et ce qu'on vous a montré, c'est que peut-être qu'il faut juste revenir à la base et que plutôt qu'essayer de trouver des moyens incroyables et hyper compliqués de motiver vos apprenants, de vous motiver vous-même, il suffit de faire ce qu'on a toujours fait, nous, les grands mammifères, c'est-à-dire jouer. Et pour faire ça, il y a 2 ingrédients majeurs et qui sont tout d'abord retirer la pression, créer la simulation, retirer la pression, mettre les gens dans un environnement sans risque. Et le deuxième qui est créer un jeu dont l'enjeu correspond au vecteur motivationnel de l'individu ou des individus devant vous. Et peut-être que Bertrand, il va nous résumer tout ça avec un truc qu'on a découvert il n'y a pas longtemps dans un road trip à travers la France. Et on aurait pu finalement vous raconter une seule histoire plutôt que de vous faire toute cette conférence. Bon, on a préféré vous faire quand même une conférence. Parce qu'une histoire, ça aurait été trop court. Et en fait, cette histoire, elle nous a été racontée par un ami. Et il nous racontait que
Vous savez, les chercheurs, ils cherchent plein de choses, effectivement, et il y a un domaine dans lequel ils cherchent beaucoup, c'est sur les protéines. Parce qu'apparemment, les protéines, pour qu'elles soient synthétisables, il faut savoir comment les plier. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il y a tellement de combinaisons possibles que même avec des ordinateurs, ils ne peuvent pas prévoir comment plier de la bonne façon les protéines. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les chercheurs? Ils ont transformé ce truc-là en jeu et en application. Et ils ont mis ça sur les mobiles. Ils ont diffusé ça au grand public. Ça s'appelait Fold It. Fold It. Et en fait, ils avaient calculé qu'il y avait tellement de combinaisons, ils étaient une équipe de 5, que s'ils devaient le faire à eux tous, ils auraient mis plusieurs années à essayer toutes les combinaisons avant de trouver la bonne. Ils ont lancé l'application, ils ont changé le jeu des protéines en jeu de puzzle normal, ils ont fait un peu de publicité, ils ont mis ça au grand public, et la solution, elle a été trouvée en 8 heures. Parce que des centaines de millions de personnes se sont mis sur le jeu. En 8 heures, ils avaient la solution. Ce qui juste nous montre que, 1, quand vous mettez un jeu, que vous l'adaptez, eh bien ça devient d'un seul coup faisable, alors que si vous avez dit à ces 100 millions de personnes tu vas faire de la recherche expérimentale scientifique sur des protéines, il y en a plein qui auraient fait non, laisse tomber. Moi je suis nul en protéines, tu me laisses tranquille. Deuxième chose, et ça c'est le rôle du prof, deuxième chose, on n'a jamais eu à leur dire faites-le. Ils ont juste mis l'application, ils ont dit c'est un jeu, et des centaines de millions de personnes y ont été spontanément. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, ça va être à vous pour les questions. On a mentionné rapidement Fast and Fluent, la méthode d'apprentissage des langues. Donc, si vous voulez nous retrouver, fastandfluent.com, Facebook, YouTube, le classique, quoi, le combo classique, j'ai envie de vous dire. Et puis maintenant, c'est à vous pour les questions. Questions, raise your hand. Donc, oui, une petite question donc, sur les 5 facteurs de motivation. Est-ce que sur votre site, vous avez un quiz, par exemple, qui permet de déterminer son propre profil à soi, de ce côté-là? Tu veux répondre? Ouais, vas-y. Alors, sur le site, non. Par contre, le but, c'est que nous, quand on a créé notre méthode, le principe, c'était, comme c'est une méthode en ligne, c'est de couvrir tous les types d'apprenants directement. Parce qu'on ne peut pas se permettre de dire à toi il faut ci, à toi il faut ça, vu que c'est une méthode sur Internet qui est en ligne. Donc c'est de dire que nos jeux sont pensés pour pouvoir être joués, quel que soit, et pouvoir faire en sorte que la personne, quel que soit son driver, s'y retrouve. Donc on a de la compétition, donc on a des choses trop compliquées. Par exemple, on a une tonne de vocabulaire qui est beaucoup trop compliqué pour être appris en une semaine. On le sait, mais on le dit quand même aux gens, faites-le en une semaine. Et ceux qui ont un problème avec ça, les fait vite, parce que les fait vite, ça les frustre. Les fait vite, ils disent mais non, mais je peux pas, tu m'avais dit qu'il fallait que je travaille ça. Et là, on leur dit, il y a la formule express, si vous voulez. La formule express, elle est adaptée pour vous. Donc le but, ça a été de construire la méthode pour s'adapter à chaque type d'apprenant. La plupart de vos images utilisaient des enfants. Alors, est-ce que votre méthode est plutôt pensée pour enseigner les enfants? Parce que vous avez dit on pouvait adapter ça à notre propre apprentissage. Alors, nous, les polyglottes, sont souvent des autodidactes. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut jouer avec soi-même en apprenant une langue? Là, ça va encore dépendre de tes facteurs à toi de motivation. Mais il y a des jeux qu'on fait seuls. Les apps, par exemple, les flashcards de Memrise, c'est un jeu déjà. Donc il y a déjà des jeux en ligne qui te permettent de jouer tout seul. Après, tu peux aussi jouer avec tes fellow polyglots. Récemment, je pense qu'il y en a qui ont vu ça sur Internet. Encore une fois, ma mère va criser. Mais je me suis lancé un défi de rap en espagnol avec un co-francophone, un passionné des langues aussi, lui de l'espagnol. Et donc lui et moi, pendant des mois, on s'est entraînés en espagnol. Et au final, on a tourné une vidéo de rap en espagnol. On l'a fait à 2. Il n'y a pas besoin d'être 10. Et puis après, c'est à toi de voir ce que tu trouves intéressant, ce que tu trouves moins intéressant. Mais le jeu du memory, il se joue tout seul. Généralement, on fait jouer les enfants à plusieurs. Moi, je suis le genre être gentil, par exemple. Donc moi, il faut me faire jouer avec des gens. Mais si toi, ça t'intéresse pas, tu peux jouer tout seul au memory, par exemple. Ça répond à ta question? Top. Oui, est-ce que vous avez l'expérience avec les chansons comme un remède d'instruction?
Alors, l'avantage, par exemple, d'une chanson, c'est une chanson, on pourrait l'adapter selon la façon dont on va jouer à la créer à n'importe quel type. La faire le plus vite possible. La faire très compliquée, il faut que chaque mot rime. Ça, c'est pour les faits des efforts. Faire une chanson à plusieurs. Et effectivement, l'avantage de la chanson, c'est que quand on écrit une chanson, eh bien, et qu'on doit faire des rimes, ça nous oblige à pousser notre niveau langue très fort. Très très fort. Sauf qu'en fait, si la personne aime la musique spontanément, elle va pas se rendre compte qu'elle est obligée de chercher dans un dictionnaire des rimes, qu'elle est obligée de chercher des synonymes compliqués. Elle va juste essayer d'écrire une chanson. Donc en fait, on a plein de super résultats avec ça, à condition, évidemment, que ce soit déjà quelque chose qui appelle les gens. C'est-à-dire que les gens aiment la musique, mais quelqu'un qui aimerait la musique, il oublierait qu'il fait des langues parce qu'il est en train de faire de la musique. Donc oui, on a plusieurs exemples comme ça, notamment dans les défis qu'on donne. À un moment donné, il y a écrire une chanson. Ça fait partie des choses et ça marche effectivement bien à partir du moment où les gens sont à l'aise avec ça. Merci. Plaisir. Moi, je chante beaucoup dans ma douche et dans toutes les langues, donc ça marche très bien. Y a-t-il d'autres? Oui. Quelles sont les langues que vous proposez sur le site? Eh ben, on va faire un jeu. Il suffit d'aller sur le site et il faut les mémoriser par cœur en moins d'une minute. Il y en a 14. On propose 14 langues différentes. Et ça grandit au fur et à mesure. Chi? J'ai deux problèmes principaux. Premier, tu parles au micro, pardon. J'ai deux problèmes principaux. Premier, c'est qu'avec les élèves, c'est l'ambition. Deuxième, c'est la timidité. Première, ça veut dire le mec n'arrive pas à conjuguer le verbe être, tandis qu'il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, anticonstitutionnellement. Et deuxième, c'est la timidité. Comment est-ce que tu brises la glace dans la classe, quoi? En tant qu'un prof. Et puis tu complètes si tu vois des choses que j'ai pas besoin. L'ambition. Il y a des choses qu'on a... Pour moi, là, dans un premier temps, il y a quelque chose qui n'a pas attrait au jeu, c'est qu'il faut que... déjà, c'est peut-être quelqu'un qui est très dans le être rapide, cette personne-là, parce qu'elle n'a pas commencé, qu'elle veut déjà être à la fin. Le traiter par le jeu, de toute façon, toi, tu ne peux pas lui faire des choses qu'elle n'est pas encore capable de faire. Il y a un processus d'apprentissage. Tu dois d'abord savoir dire être avant de pouvoir gérer anticonstitutionnellement. Maintenant, c'est peut-être plutôt, essaye de cibler dans les exercices que tu lui fais faire et dans les jeux que tu lui fais faire, pourquoi est-ce qu'elle cherche à apprendre le français? C'est quoi son objectif? Et mets-le au clair avec elle. Si elle te dit, moi, je veux faire des études de droit à Paris, par exemple, tu vas lui dire, OK, il n'y a pas de problème, je te propose qu'on se concentre là-dessus. Maintenant, pendant le mois qui vient, on va juste faire les bases. Parce que tu vas jamais pouvoir parler des choses anticonstitutionnelles si on ne commence pas avec les bases. Tu lui fais faire des jeux de rapidité sur les bases, pour qu'elle, rapidement, elle acquiert les bases. Et après, plutôt que d'aller trop loin dans le vocabulaire des animaux, le vocabulaire de je ne sais quoi, va directement sur des choses qui la concernent et qui l'intéressent. Elle va se rendre compte au fur et à mesure, en faisant du droit, surtout en français, que des choses de base lui manquent. Et là, elle y reviendra sans même se poser la question de la motivation, parce qu'elle en aura besoin pour pouvoir lire un arrêt de la cour d'appel à Paris, par exemple. Sur la timidité, tu as des exemples de jeux en timidité? Un jeu qui marche bien en timidité, c'est, surtout si j'ai une classe, c'est de proposer l'exercice un peu comme au théâtre. L'exercice, il est très simple. Parlez le français le plus nul possible. Pour le français. Mais volontairement, faites-le volontairement. Ce qui se passe, c'est que c'est impossible de parler moins bien que ce qu'on parle vraiment. Et même si on le fait, c'est génial. C'est génial, faisons-le ensemble. Parlons le français le plus nul possible. Et le truc, c'est qu'en faisant ça, en fait, on va crever un truc, c'est que je suis nul en français. Oui, tu es nul, mais nous tous, en même temps, on l'est aussi. C'est un super jeu pour dégonfler, parce que souvent, les gens qui ont peur d'être nuls, c'est souvent des sois parfaits. À qui ça fait peur d'être nul? Donc on inverse l'exercice. Eh ben, sois parfaitement nul. Mais vraiment nul. Et quand les gens vous disent « Bonjour, je m'appelle... » Non, c'est trop bon, ça. Non, c'est trop bon. Moins bon que ça encore, s'il te plaît. Plus nul. Et ça permet aussi de casser la glace. C'est un icebreaker qui marche pas mal avec les groupes. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Johanna et Bertrand.